Professeur Daoudi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'unité au niveau du service ORL du CHU d'Annaba. Professeur Daoudi, je suis très honoré. Je suis très content d'être là, très content de faire votre connaissance et de travailler avec vous. C'est réciproque. Professeur, au niveau de votre service, quelles sont les pathologies les plus fréquentes en fait? Les pathologies que vous traitez au niveau de votre service? Alors, au niveau des pathologies, d'abord, on fait beaucoup de carcinos. On a beaucoup de cancers du larynx, cancer de la thyroïde. Enfin, d'une manière générale, c'est la pathologie thyroïdienne. Et dans la pathologie thyroïdienne, il y a également beaucoup de cancers. Ensuite, nous avons également les pathologies de l'enfant, c'est-à-dire tout ce qui est problème de végétation adénoïde, problème d'amygdale. On a également beaucoup de pathologies qui concernent les sinus de la face. Mais je vous dis, le gros de notre activité opératoire, c'est beaucoup plus la carcinologie. La carcinologie cervicale essentiellement. Professeur, vous faites beaucoup de cancérologie. Exact. Les cancers les plus fréquents. Et dites-nous, est-ce que ce sont des cancers sévères, professeur? Oui. Alors, au niveau des cancers les plus fréquents, on voit surtout le cancer du larynx, qui est malheureusement très fréquent. Et là, ce que je déplore, c'est que ces cancers nous viennent toujours à un stade très avancé. Nous savons tous que le diagnostic d'un cancer du larynx, il est très facile. Un externe de 6e année peut poser un diagnostic d'un cancer du larynx. Le premier symptôme d'un cancer du larynx, c'est une dysphonie, c'est-à-dire un trouble de la voix, qu'on appelle aussi BAH. Or, très souvent, les malades négligent ce symptôme, disant que non, c'est rien, c'est une grippe. Vous savez, le malade, il essaye toujours de rattacher son problème ou sa maladie à un événement bien précis. Donc, entre-temps, il ne consulte pas, et quand il consulte, on est déjà à un stade assez avancé. Et ce qui est encore regrettable, c'est que certains passent par des consultations où on prescrit des traitements comme ça, des antibiotiques, des corticoïdes, et sans savoir que derrière tout ça, il y a un cancer. Professeur Daoudi, lorsqu'ils arrivent donc à des stades avancés, la prise en charge est complexe. Oui. Alors, il faut savoir que dans le cancer du larynx, comme ce sont des stades avancés, bien entendu, on les examine. Ensuite, il y a un bilan préopératoire qui est réalisé pour pouvoir les voir en endoscopie sous anesthésie générale. Pour faire un bilan d'extension loco-régionale, faire une biopsie de cette tumeur et ensuite discuter le cas. Là aussi, en matière de carcinologie, on ne peut pas prendre des décisions de prise en charge d'une manière unilatérale ou de façon seule. Là aussi, c'est ce qu'on appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire là, il y a une décision collégiale, et dans cette réunion, on fait appel, bien sûr, il y a le chirurgien ORL, il y a les oncologues, il y a les imageurs, les radiologues, il y a le psychologue et la napathe. Donc, on va discuter du cas, et à partir de cette discussion, va découler donc une prise en charge, une indication. Professeur Daoudi, est-ce qu'on sait d'où viennent ces cancers de la sphère ORL? Quels sont les facteurs de risque? Voilà. Alors, on connaît bien maintenant les facteurs, du moins on les connaît assez bien. Ce sont les facteurs de risque habituels, et ça c'est typique au cancer des voies aérodigestives supérieures. Alors, comme facteur de risque, on incrimine surtout, bien sûr, la cigarette. Le tabagisme. Le tabagisme, qui continue à faire des dégâts dans notre société. Et notamment maintenant, on a un tabagisme précoce chez les enfants. Excusez-moi.
Et puis, nous avons un deuxième facteur de risque, c'est l'alcool, l'usage de l'alcool. Mais l'alcool a un effet synergique avec le tabac. On incrimine également des facteurs viraux, notamment l'HPV, c'est-à-dire l'humain papillomavirus, qui est incriminé, surtout il est incriminé dans les cancers de la cavité orale. Alors, dans ces HPV, il y a deux types d'HPV. Il y a des HPV à haut risque oncogène et des HPV à bas risque. Il semblerait que dans le larynx, on retrouve des HPV de bas risque. Maintenant, il peut y avoir aussi des transformations moléculaires de cet HPV et qui peut se transformer en HPV à haut risque et qui peut se transformer en cancer, notamment chez les adultes. Alors, l'HPV, c'est intéressant de le connaître parce qu'on le voit surtout dans les cancers de la cavité orale, c'est-à-dire quand on a un cancer de la langue, des lèvres ou des faces internes de la joue. Et chaque fois qu'on met en évidence un HPV, on demande toujours, surtout si on a affaire à une femme, un examen gynécologique. Parce que ce cancer, il est également très fréquent au niveau du col utérin. Très bien. Professeur Daoudé, donc vous venez de nous parler des cancers de la sphère ORL. Votre service est très connu pour le traitement de la sténose. C'est le seul service d'ailleurs qui intervient en fait dans ce domaine. Effectivement. Alors, ces sténoses, malheureusement, ça reste très compliqué à prendre en charge. Ces sténoses, d'abord, elles sont dues à une intubation prolongée au milieu de réanimation médicale. C'est des malades qui ont été intubés à la suite d'un traumatisme crânien ou bien d'un mal épileptique. Enfin, il y a différentes pathologies pour lesquelles le malade peut être hospitalisé en réanimation. Donc, le problème, c'est que les malades dépassant un certain nombre de jours, il faut tout de suite les trachéotomiser. Parce qu'on connaît les dégâts que peut faire une intubation prolongée. Vous allez me dire comment une intubation prolongée peut provoquer une sténose. Alors, vous savez que dans une sonde d'intubation, au bout de la sonde d'intubation, il y a un ballonnet. Quand ce ballonnet il est gonflé, il va exercer une pression. Cette pression va entraîner un phénomène de nécrose de la muqueuse, laquelle cette nécrose va se transformer en tissu cicatriciel, et c'est là où la sténose va se former. Une sténose, ça veut dire c'est une réduction du calibre de la filière aérique. Parfait. Professeur Daoudé, votre service donc, est connu. Vous recevez des malades de quatre coins du pays, j'imagine, surtout de l'Est du pays. Est-ce que vous avez les moyens pour répondre à la demande? Très bien. Si vous permettez, M. Chemesh, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir juste sur la prise en charge des sténoses. Pourquoi elle est complexe? Parce que quand les malades nous viennent, ils sont déjà dans un état de détresse respiratoire avancée. Donc on est obligé de les trachéotomiser, ou sinon ils vont mourir d'asphyxie. Ensuite, donc, on va faire tout un bilan endoscopique et un bilan par imagerie pour situer le siège exact de la sténose. Soit elle est au niveau du larynx, soit elle est au niveau de la trachée, soit elle est au niveau de la sous-glotte qui fait partie du larynx et de la trachée. Alors, là aussi, il faut voir l'état de la sténose et la dimension de cette sténose. Si c'est une sténose inflammatoire, ça ne sert à rien d'opérer parce qu'elle va se reconstituer.
Donc, il vaut mieux calibrer. On calibre par des tubes en silicone. Ça dépend maintenant, on choisit un diamètre adéquat pour calibrer cette sténose. Et après un certain temps, nous, par expérience, on laisse un tube en place environ entre 12 et 18 mois. Après 18 mois, on enlève le tube et on voit si le malade il peut respirer par les voies naturelles. Maintenant, dans certaines situations, ça ne marche pas, le calibrage. On peut faire un deuxième calibrage. Et si ça ne marche pas, à ce moment-là, on pose carrément une indication opératoire et en faisant soit une résection trachéale, c'est-à-dire on enlève la partie sténosée de la trachée et ensuite on fait une anastomose entre les deux morceaux, soit on fait une anastomose, une résection cricotrachéale, c'est-à-dire entre cricoïde et trachée, et on peut encore calibrer tout ceci par un tube. Vous savez, c'est pour ça que je dis c'est quand même assez complexe. C'est assez complexe et je pense qu'il faut avoir quand même une certaine expérience pour faire ce type de chirurgie. En tout cas, bravo. Vous avez cette expérience et vous le faites Merci beaucoup. Dans votre service. Bravo. Vous Merci prenez en charge nos malades. Maintenant, les moyens. Les moyens. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour répondre à la forte demande? Alors, les moyens, bon, malgré qu'il y a un peu de manque de moyens, mais on continue à travailler. Oui. C'est une obligation, on ne peut pas laisser les malades comme ça. Alors, les moyens, ce qui nous manque, là, j'aurais aimé qu'on, malgré une multitude de commandes faites par le chef de service pour un laser, jusqu'à présent, on attend toujours ce laser. À quoi il sert ce laser? Alors, ce laser sert à beaucoup de choses. Par exemple, dans les sténoses, il peut nous servir à faire des résections de ce tissu cicatriciel. Dans le larynx, il peut servir à faire une cordectomie pour les petits cancers de la corde vocale. Donc, il est d'une grande utilité. Parfait, parfait. Alors, on termine, professeur, un dernier message. Je vous laisse, adressez-vous donc à la population, faire de la sensibilisation et un message aux autorités sanitaires. Vous avez deux messages. Alors, moi, mon message, c'est que d'abord, il faudrait qu'il y ait un travail de sensibilisation. Il faut montrer aux gens, à la population, qu'un symptôme, surtout pour le larynx, et là j'insiste beaucoup, un trouble de la voix, qui dure plus de 15 jours, il faut voir un spécialiste. Il ne faut pas négliger ce symptôme, parce qu'après, ça va faire que compliquer leur prise en charge. Plus un cancer est diagnostiqué précocement, plus son pronostic sera meilleur. C'est clair. Voilà. L'autre problème, c'est que en 2024, ces dernières années, on continue, ce qui est quand même regrettable, à faire des laryngectomies totales ou des pharyngo-laryngectomies totales à cause de ces malades qui nous viennent toujours à des stades très tardifs où on est obligé de faire des chirurgies mutilantes et le malade se retrouve toujours avec un espèce de trou au niveau de la base du cou. C'est ce qu'on appelle le trachéostome définitif. Vous savez qu'un malade qui est privé de son larynx, il est privé de voix, il ne peut pas s'exprimer. C'est un handicap. C'est un véritable handicap, surtout dans notre société. Imaginez le même problème chez une femme opérée pour un cancer du larynx et qui se retrouve avec un trou dans la gorge. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Il faut donc arrêter de fumer. Absolument. Absolument. Professeur Daoudi, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci, M. Chemesh.